Après le professeur Cyril Cohen, voici un autre enseignant. Il est enseignant, mais il est diplômé en économie, en sciences politiques et je l'ai dit en économie, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ouais. Et vous êtes réserviste au repos pour quelques jours. Et vous avez été dans une unité d'élite, Sanran, parachutiste, dans Tsahal. Et puis, mobilisé dans ce conflit, l'idéal, c'est d'aborder la situation, bien sûr, des réservistes sur le terrain. C'est important. Et puis, notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, puisque vous avez écrit un livre destiné à tout le monde, et pas simplement qu'à ceux qui auraient dépassé les 30-40 ans, mais à tous les jeunes aussi. C'est peut-être votre côté enseignant qui parle, et ancien étudiant. Et la motivation de ces jeunes soldats, des moins jeunes soldats, qui se sont engagés donc, à Gaza depuis plus de 80 jours, on a dit 89 jours. Mais avant de commencer, il y a quelque chose qui m'intéresse, cette triple question que vous posez dans Am Segula, le livre que vous avez écrit. Pourquoi le peuple d'Israël? Quel est le secret de son éternité? Quelle influence sur notre propre bonheur au jour le jour et sur l'éternité? Franchement, pensez-vous qu'en ce jour où nous sommes ce peuple en mouvement, ce peuple en action, on pourrait se poser ces questions? Eh bien, je pense que je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai sorti ce livre donc il y a quelques mois. On était en pleine crise en Israël, terrible. Enfin, on se rappelle tous des conflits et on va dire de la tension, des gens qui parlaient, qui voulaient plus être juifs, qui voulaient partir du pays, de la crise d'identité, des gens voilà, qui disait à l'autre, tu n'es pas mon frère, je ne suis pas avec toi. Vraiment, on était en pleine crise. Et quand, dans la deuxième partie du livre, j'explique de façon à la limite empirique, voilà, j'ai toujours dit que en économie, pendant 4 ans, on m'a dit les chiffres parlent. En sciences politiques, pendant 4 ans, on m'a dit les faits parlent. Et moi, je dis, si on veut expliquer quelque chose, on va essayer de parler en faits et en chiffres. Et j'ai dit non, on est une grande famille. Ce qui nous relie, ça n'a rien à voir avec une idéologie. C'est pas un club où on a décidé d'être amis les uns les autres, mais on a décidé d'être ensemble. Même si on n'a pas décidé, on est ensemble. Et c'est intéressant parce que je cite une des phrases les plus connues en hébreu que même les non-hébraïsants disent, mais le disent mal. On dit en hébreu Kol Israël Arevim et tout le monde dit Zé Lazé. D'ailleurs, c'est le nom, et c'est le nom d'ailleurs de Kol Israël, enfin l'alliance universelle qui est devenue un symbole, mais c'est pas écrit Zé Lazé et c'est écrit Zé Bazé. Alors je vais expliquer pour les non-hébraïsants. Quand on dit Kol Israël Arivim Zé Lazé, on est solidaire. Je t'aide, tu m'aides, on fait partie d'un club et puis on essaye d'avoir des échanges. Quand on dit Israël Arivim Zé Bazé, on est imbriqués les uns dans les autres. Les amis, on les choisit, la famille, on l'a subi, comme on dit en français. Et je pense que si avant le 7 octobre, les gens m'ont dit, David, bon, on est un peuple, on est une famille, alors t'as beau citer des sources juives, t'as beau citer Pascal qui dit qu'on est une famille, mais on le ressent pas dans la réalité. Et je dis toujours que le peuple d'Israël, c'est pas le 7 octobre. Alors il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de se dire, c'est nous, c'est les pogroms, c'est les Non, 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 non. Ça, c'est pas le peuple juif. Ça arrive beaucoup au peuple juif, hélas, trop souvent, mais le peuple d'Israël, c'est le lendemain du 7 octobre. Et quand vous avez parlé des réservistes, il s'est passé un phénomène incroyable. Vous vous rappelez de toutes les personnes qui ont dit on va refuser de la guerre, on veut pas être... Tout ça, moi je peux vous raconter mon unité, 9h du matin, quelqu'un qui rentre dans la synagogue, un enfant d'une personne qui prie, papa c'est la guerre, je dois sortir, il y a des morts partout. Alors moi dans ma tête je me suis dit il y a eu un gros attentat, il y a eu une grande infiltration, bon... On commence à danser, etc. Et puis, il y a une intuition comme ça. Mon unité, il n'y a aucun cas qu'on n'ait pas appelé dans toutes les guerres. Il n'y a aucun cas. On est dans une unité qui vont tout de suite sur le terrain. Et je rentre à la maison. Je vais dire, on va ouvrir mon portable. Je suis pratiquant. Je n'ai pas mon portable sur moi. Je vois le portable tout de suite. C'est possible qu'on part. Et les gens sortent. Et là, on voit cette scène. J'habite dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont pratiquants. Et les voitures qui commencent à sortir de partout. Et on arrive dans notre unité déjà à 10h30 du matin, hein, quand on ne sait pas encore ce qui se passe. Et là, vous revoyez autour de vous toutes les facettes des Israéliens.
J'aime toujours à dire, j'ai 2 personnes dans mon unité qui représentent peut-être les 2 extrêmes. J'ai le porte-parole de l'association la plus à gauche d'Israël, qui chapeaute toutes les associations israéliennes de gauche. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est devenu célèbre parce que c'était le Kabat, l'officier de sécurité de la fête, dont lui, son nom est connu, Noam Federman, que son père est un des chefs de l'organisation la plus à droite d'Israël, du mouvement Kahana. Et ils sont les 2 dans la même unité. Il y a des gens qui sont pratiquants, il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, des gens qui sont de droite, qui sont de gauche. Quand on parle de cette volonté de regarder c'est quoi le peuple d'Israël, c'est quoi les Israéliens, il ne faut pas regarder le 6 octobre, il faut regarder le 8 octobre. Kulam, kol echad, vekulam beyachad. Et finalement, alors vous avez voyagé de Montréal à Paris avec cette expérience des mouvements de jeunesse aussi, hein, des éclaireurs, de Bnei Akiva. Finalement, vous connaissez bien cette jeunesse et vous avez parcouru le monde. Quand vous avez rejoint votre unité et que vous avez vu tous ces soldats, est-ce que vous avez senti quelque chose de nouveau, comme si le postulat n'était pas simplement le passeport israélien qui mobilise, mais quelque chose de plus. Et je pensais justement tout à l'heure à voilà, comme disait le Kuzari, dans le Kuzari, on parle de cette étincelle divine, hein, qui fait ce juif entre guillemets plus, mais pas en termes de supériorité, mais en termes de responsabilité. Est-ce que vous avez senti quelque chose justement qui tient à la responsabilité de ce que je suis et de ce que je dois être avec celui que j'accompagne, mon frère d'armes? Bah écoutez, la réalité nous l'a montré. Parmi mes soldats, il y en a un qui devait se marier 2 semaines après. Il est venu, et d'ailleurs on a fait le mariage à la base. Et il y en a un qui est revenu de lune de miel. Il y en a un qui est revenu du fin fond de l'Amérique du Sud. Ça lui a pris 3 jours juste pour arriver dans un aéroport pour prendre 1 avion, 2 avions, 3 avions, je ne sais plus combien d'avions il a pris. Et on a vu d'un coup, les gens m'ont dit, mais dans tous les pays du monde, quand il y a une guerre, on essaie de se sauver. Ici, les gens viennent des 4 coins du monde pour revenir. C'est quand même incroyable. Il y a un chiffre extraordinaire. La Russie, elle a engagé dans la guerre contre l'Ukraine des réservistes, et la Russie a engagé 400 000 réservistes. Et pourtant, ils ont utilisé des méthodes un peu moins traditionnelles que la méthode israélienne. En Israël, sont arrivés 350 000 réservistes. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que les gens sont venus et vous parlez de nouvelles choses avec le sentiment que cette fois-ci, on n'a pas le choix. Et ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec notre courant. Et je pense que cette fois-ci, vous avez prononcé un mot qui est important, la responsabilité. Je n'ai jamais fait de film viral, de film où je me filme, où je raconte dans les réseaux sociaux. C'est pas du tout mon domaine. Moi, j'ai plus le contact. Et pendant 1 semaine, mon portable était éteint. Et au bout d'1 semaine, enfin, ça s'est un peu calmé. Et sur mon portable, je vois des centaines de messages de gens. Donc beaucoup, je ne me rappelle plus, je guide, j'enseigne à des centaines de personnes par an. Ça peut être des jeunes de Taglit que beaucoup découvrent, ils ont découvert qu'ils étaient juifs. Ça peut être tous les étudiants des grandes écoles, HEC, ESSEC, ESCP, ils viennent juifs, non-juifs, chrétiens, musulmans. Ça peut être des députés, ça peut être des hommes d'affaires qui viennent. Et de tous les côtés, les gens me disaient « Waouh, on est avec vous, on sent, mais qu'est-ce que vous vivez, on est là ». Et d'un coup, on s'aperçoit de cette responsabilité. D'un coup, on s'aperçoit que les gens nous regardent en nous disant « On attend de vous que vous fassiez justement les choses qu'il faut ». Et on a tout à l'heure parlé du bien et du mal. Les gens nous ont dit « Il y a un mal et gagner contre ce mal, mais aussi pour nous ». Et vous êtes responsable par rapport à ce mal. On n'est pas uniquement responsable par rapport à nos frères dans le pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous ressenti. Et c'est quelque chose qui nous a aussi poussé à faire quelque chose de complètement invraisemblable. Sortir de la maison, laisser tout. Laisser sa femme, ses enfants. Moi, je suis une famille classique, traditionnelle. Je suis volontaire en Milouim. Ça fait longtemps que je suis volontaire. Tant qu'il y a la forme et qu'on a besoin de moi, j'y vais. Mon fils est en Milouim dans une unité d'élite.
j'ai un autre gendre qui est dans une autre unité d'élite, et j'ai un autre gendre qui sert dans une unité d'élite, qui était d'ailleurs le premier jour qui a perdu son commandant d'unité, qui a perdu ses 2 officiers, qui a dû prendre le commandement. À la maison, on sent cette chose-là, mais on le voit dans énormément de familles, et cette responsabilité, elle est en fait innée. On a senti qu'on avait ce devoir qui nous appelait, et dans le titre du livre, Am Segula, je me rappelle que j'étais sur un plateau d'une chaîne dont on n'a pas le droit de citer, puisque c'est une chaîne parallèle. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais traduisez-moi Am Segula. Je dis, on est le peuple capable, Mesougal en hébreu. De quoi on est capable? On est capable de cette mission, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'apporter quelque chose au monde. Mais d'autre côté, on est capable justement de ressentir qu'on fait partie de cette famille. Dans les milieux sionistes, avant le 7 octobre, on avait l'habitude de dire que l'enseignement du sionisme avait disparu et justement qu'on rentrait dans une génération plutôt du Darkon, du passeport israélien, et que finalement le lien avec son histoire était un petit peu en délitement. Et là, est-ce que c'est parce que c'est existentiel? On sent quelque chose d'absolument enthousiaste. Vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui ne se ressemblaient pas, qui étaient dans des camps opposés, se retrouvent à aller vers le même endroit, ensemble. Et là, on a vu aussi des gens qui n'étaient pas, qui étaient dans le clivage religieux, anti-religieux, etc., finalement se retrouver au milieu de quelque chose que, puisque l'existence est en question, alors moi je choisis la vie. Et la vie, c'est ce que m'ont enseigné mes pères. Et finalement, on a vu aussi des gens mettre des téphilines qu'ils ne mettaient pas avant. Et on a vu aussi des gens qui ne mettaient pas les téphilines, qui ne les mettent toujours pas, mais finalement vivre aux côtés de ces gens-là et partager quelque chose. Et là, alors vous disiez que vous étiez un homme de l'oral. C'est votre femme qui disait que vous l'étiez même trop. Même trop, oui, même trop. Voilà. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et finalement, vous avez mis 4 ans et demi à écrire ce livre, mais vous l'avez fait aussi accompagné de vos maîtres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu peut-être nécessairement pour tous ces soldats des maîtres, mais qu'il reste quelque chose qui n'est pas simplement la résilience, on réagit à un choc, on réagit, mais qu'il y a en même temps... presque malgré eux, une histoire qui les transcende. Ce que vous dites, c'est... Dans la deuxième partie du livre, j'explique justement que cet attachement, ce peuple qui est familial, il est un attachement qui n'est pas dans le domaine du rationnel, où on décide ou on ne décide pas. Alors c'est vrai que des fois, il peut être très enfoui. Tout le monde pose la question, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus. David, il n'y a pas des gens qui doivent être dispensés d'aller à l'armée? Lui, il devait se marier. Lui, il vient de se marier. Voilà, ma fille vient de se marier. Son gendre, 2 mois après, est à l'intérieur de Gaza. Ma fille va accoucher. Son mari est à Gaza. Il n'y a pas des moments où, bon, chacun pour soi et Dieu pour tous. Eh ben, en fait, l'exemple toujours que j'apporte, c'est que si on veut montrer à tel point on est attaché de façon intrinsèque, j'appellerais pas ça le sionisme, mais on est attaché à son peuple, à son destin collectif, à cette volonté. Si quelqu'un il est prêt à mettre tout pour son peuple, ça veut dire que son peuple lui appartient. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de sondage, on voit la réalité. Si les gens se battent pour aller à l'armée, ça veut dire que manifestement c'est entre eux. Et alors vous allez me dire quoi? Ils veulent mourir? Non, attention. Le professeur Cohen a dit quelque chose de très important, il faut revenir tous les jours là-dessus. On ne sanctifie pas la mort, on ne veut pas mourir, on veut vivre. Mais parfois pour vivre, il faut se mettre en danger pour que d'autres puissent vivre. Et je donne toujours l'exemple, si une mère se retrouve sur la place de la Concorde, elle ne fait pas attention et son enfant se retrouve au milieu des voitures, la première des choses qu'elle va faire, c'est courir chercher son enfant. Et vous allez me dire, mais elle veut mourir, elle veut risquer sa vie? Non. Son enfant, c'est plus grand qu'elle. Et quand on met les habits de Tsahal, on dit il y a quelque chose de plus grand que moi, c'est mon peuple. Et je suis prêt à tout donner, pas parce que je veux mourir, parce que je veux vivre, parce que je veux que les autres vivent. Et si cette dimension, parfois, elle est enfouie, alors on pourrait la retrouver. Et, il faut être un peu moins sérieux. Et les gens me disent, non mais les Israéliens, ils grognent sur Israël.
Ils sont pas contents du gouvernement, ils veulent partir, ils veulent sortir un passeport portugais, etc. Et je donne toujours cet exemple-là. Les Israéliens, on raconte toujours qu'il y a 2 grand-mères juives. Alors ça dépend à qui je parle. Des fois, j'ai des grand-mères marocaines, polonaises, ça dépend le public. 2 grand-mères juives, on va dire, qui sortent d'un restaurant. La première, elle dit c'était infect. La deuxième, elle dit non seulement ce restaurant était infect, mais en plus, il n'y en avait pas assez. C'est en fait ça l'Israélien. Et il se plaint, et il grogne. Mais le 7 octobre, 1 heure après qu'on l'a appelé, il vient, il laisse tout tomber parce que son peuple, son destin collectif est plus important que sa vie personnelle. On a entendu le professeur Cohen, des gens qui sont étudiants, qui devraient commencer leur vie. Non, il y a des choses plus grandes que soi. Et ça, c'est en fait, on a redécouvert de quoi on était capable, cet attachement qui était inné. Hélas, il a fallu une guerre pour le découvrir, mais on a découvert en fait la vraie facette. Le peuple d'Israël, c'est celui du 8 octobre, c'est pas celui du 6 octobre. Professeur Cohen, justement. Oui, David, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, surtout lorsque vous avez dit qu'il y a cette capacité à risquer sa vie pour l'autre, qui est essentielle au niveau de cette composante du peuple. Et j'ai une question, elle est peut-être un peu provocatrice, mais quand même, je ne peux pas, je dirais, ignorer qu'il y a une partie du peuple qui se sent peut-être un peu moins concernée par ce qui arrive aujourd'hui. C'était, je dirais, lorsqu'on analyse un peu ce qui était un peu avant le 7 octobre, aussi il y avait toute l'histoire de ce qu'on appelle Chok HaGiyus. Comment on peut justement la rendre plus concernée par ce qui arrive? Est-ce qu'on a une possibilité de faire ça? Justement, j'écoutais ce matin les chiffres en ce qui concerne le nombre de Haredim qui pendant l'année 2023 sont entrés à l'armée. On parle de 232. Hein, je cite les chiffres que j'ai entendus ce matin sur Galei Tzahal. Donc on a le Nahal Haredi, on a Tzanchanim, on a Netzach Yehuda, etc. Et dans un sens, c'est une lumière, c'est un espoir, parce que lorsque je pose cette question, c'est parce qu'il y a cette volonté d'être ensemble, parce qu'on a un destin commun. Mais à votre avis, comment peut-on faire passer ce message? Est-ce qu'il va passer ce message? Alors c'est rigolo, pardon. Hein. Je vous laisse répondre. Non, mais je pense que je parle assez, c'est bon là. Non, mais je vous laisse répondre dans 2 secondes. C'est rigolo parce que quand professeur Cohen, vous avez commencé votre propos, j'étais persuadée que vous parliez de cette partie de la population, justement, complètement chilonite, et complètement qui manifeste encore ces derniers jours en demandant la fin de la guerre, la fin du kibouch, qui brûlaient leur tsav giyus à Kaplan quelques semaines avant le 7 octobre, et pas du tout des Haredim. Moi, parce que je le ressens pas du tout comme vous finalement. Je pense que finalement, les Haredim, ils ont d'abord ce que vous avez entendu, les 232 dont vous parliez tout à l'heure. Je crois que c'est avant le 7 octobre et que depuis le 7 octobre, on a vu, je crois que c'est quelque chose comme 2 ou 3 000 Haredi, jeunes ou moins jeunes, des pères de famille même, hein, qui se sont portés volontaires et qui ont demandé à être enrôlés, qui n'ont fait que 3 semaines, 4 semaines de tironout, mais qui ont tenu à venir donner ça au pays, à montrer leur solidarité, à montrer qu'ils étaient là. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce débat qui a beaucoup divisé, je pense que c'est un débat d'arrière-garde et qui n'est plus d'actualité. Mais pardon, hein, j'ai répondu à la place de David. Donc c'est moi qui dois trancher entre vous. Non, moi je crois que c'est plus une optique, c'est essayer de comprendre comment vraiment on mobilise tout le peuple. Moi j'ai trouvé que cette frange de la population était totalement mobilisée. Alors regardez, il faut regarder 2 processus. Je pense que le processus de l'intégration du public ultra-orthodoxe en Israël avance énormément. Il y a aussi des chiffres qui ont été publiés sur le nombre de gens qui sont rentrés à l'académie, qui sont rentrés à l'armée, le nombre de femmes qui travaillent dans le high-tech, etc. Il y a un processus, il est long. Et je vais vous faire un aveu. Quand je suis sorti pour la première fois, j'étais dans la rue, je regardais des jeunes qui devaient aller à l'armée et j'avais un peu ce sentiment de leur dire mais où tu es? Nous,
enfin voilà, partout où on habite, on a les enfants qui sont à l'armée, les parents, les frères, les sœurs. Mais d'un autre côté, c'est un processus qui doit avancer. Pendant 2000 ans, le monde juif s'est concentré sur l'individu. Celui qui a créé, le Rav qui a créé le Nahal Haredi, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit « Je vous envie, vous les sionistes religieux ». Il dit « Nous, on a été éduqués parce que c'était la sauvegarde du peuple juif. On se lève le matin, on doit essayer d'éviter de faire des bêtises pour pas être puni par Dieu. Et puis, on doit essayer de mettre le maximum de points pour arriver au monde futur. Donc, nous, on se lève le matin et puis on essaye voilà, de faire notre famille, de gagner notre vie. Vous, le matin, vous voulez changer le monde du matin au soir. Et vous voulez faire ça toute la journée, vous voulez changer le monde. Vous avez des projets plus grands. Et je pense que si vous me posez une question, je vais spoiler. Ce livre-là, il est le plus important, c'est de se rappeler qu'on fait partie de quelque chose de collectif. Exactement. Et ça, c'est un processus que, pendant des années, on n'a pas parlé dans le monde religieux, où c'était chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est le cas de le dire. Et je pense que revenir à cette dimension, et je vais vous raconter 2 anecdotes. J'ai demandé des recommandations à des rabbins sionistes religieux, donc il y a le Rav Cherki, le Rav Bochko, le Rav Wiener, mais j'ai dit je vais demander à des rabbins ultra-orthodoxes Haredi. Les gens m'ont dit mais attends David, tout le respect que je te dois, je lui dis non mais vous vous trompez. Et j'ai demandé à une sommité rabbinique en France qui est le Rav Brandt, qui est considéré comme une personne très sérieuse au niveau de la communauté ultra-orthodoxe. Et il me dit, non seulement je vous donne une recommandation, mais est-ce que je peux me servir des parties de votre livre? Alors, bon, j'étais très flatté, hein, c'est sûr, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a des choses que je ne connais pas. Après, j'ai dit, peut-être je demande au Rav Yaakov Sitruk. Et puis après, j'ai demandé au Rav Ben Chitrit. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi ils ont été contents? Il me dit, parce qu'ils sont contents de voir quelque chose, un aspect qu'ils n'ont pas développé avec le temps. C'est un aspect qu'ils n'ont pas creusé. Ils ont beaucoup travaillé sur le domaine personnel, sur le domaine d'avancer par rapport au domaine personnel. Et moi, je n'ai rien écrit de ma propre plume dans ce livre, je n'ai fait qu'arranger, je n'ai fait que mettre ensemble, et mettre en valeur que toute la notion qu'on a dans le judaïsme, elle est collective. On prie au collectif, on prie pour le collectif, on se lève le matin, on doit se dire qu'est-ce que je fais pour faire avancer le projet qu'on m'a donné dans la main. C'est toute la notion du peuple juif, et d'ailleurs je vais vous donner un exemple, que même des gens qui ne sont pas très dans le côté pratique religieuse affinée, un juif, il peut exempter un autre juif. Si moi j'ai déjà sonné du chauffard à Rosh Hashanah, je sors dehors, ça arrive souvent, il me dit il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin qu'on lui sonne du chauffard, je peux faire une bénédiction et l'exempter. Et non ça je dis mais comment tu peux l'exempter? Tu as déjà fait toi la mitzvah. Et non ça je lis cette phrase extraordinaire, c'est ce qu'on appelle arvout en hébreu. On dit garant, mais c'est pas vraiment être garant, c'est être attaché. Tant que lui n'a pas été exempté de sa mitzvah, toi, tu n'as pas encore fini la mitzvah. Et ça, c'est un domaine extraordinaire qu'on rencontre partout. Tout notre but aujourd'hui, regardez par exemple le Seder de Pessah qu'on connaît tous. On connaît les 4 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait de mal le méchant? Qu'est-ce qu'il a fait le méchant? Est-ce qu'il a dit qu'il ne faisait pas les mitzvot? Est-ce qu'il a dit qu'il ne reconnaissait pas Dieu? Les fiches et aussi étatement. Il se sort du collectif. Exactement. Il dit c'est pas mon destin, c'est pas ma vie, ben c'est lui le méchant. Et je finirai sur quelque chose que je dis qui est très très difficile à entendre. Mais le Rambam Maïmonide nous dit quelqu'un qui fait dans les lois de la Tchouva, quelqu'un qui pratique toute la religion juive, qui ne fait aucune faute, mais qui ne se sent pas appartenir au destin collectif, qui n'est pas triste dans les mouvements tristes dans les événements tristes du peuple, qui n'est pas joyeux dans les événements joyeux. Il dit cette phrase en hébreu, En lo chelek leolam haba, il n'a pas de part au monde futur. Il ne fait rien. Il n'est pas attaché à ce collectif. On est obligé de décontracter un petit peu l'atmosphère. On raconte qu'il y a monsieur Winfield Bijawi qui a réalisé le rêve américain. Sa mère l'a envoyé à Harvard. Il a fait un MBA, il a gradué, il est accepté à Microsoft. Il est au 90e étage de la tour. Il arrive le premier jour au travail, il s'est acheté le plus beau costume, ses plus belles chaussures. Il est tout excité, il se prend des selfies de partout. Il s'installe, il doit commencer le bureau à 9h. À 9h moins quart, il est sur son fauteuil de cuir. Il voit Manhattan, il est comme un fou, il vit le rêve américain. Il a son téléphone posé, il ouvre son ordinateur. Et puis il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et puis à ce moment-là, il dit c'est l'occasion jamais. Alors il prend le combiné de téléphone et puis il dit on va faire un petit peu genre. Le bonhomme il rentre, il veut lui parler, il dit excusez-moi, il dit oui,
la Maison Blanche. Ça veut dire quoi la Maison Blanche? Elle a besoin de ce projet. Je lui ai dit que dans 3 heures, je lui dépose. Et le type veut lui parler, genre il fait semblant, genre je suis avec la Maison Blanche là pour leur insister. Hein. Et il parle, le bonhomme lui coupe, il dit excusez-moi monsieur, laissez-moi finir, j'ai une chose importante. Alors, il finit, la Maison Blanche elle attendra. J'ai dit que j'apporterai ça à 3 heures, j'apporterai ça à 3 heures. Il dit excusez-moi, il pense que c'est la Maison Blanche, il se permet tout. Il dit qu'est-ce que je peux vous aider monsieur? Il dit je suis le technicien du téléphone, je viens vous brancher votre prise. Et en fait, quand on fait une pratique juive, nous disent nos sages, qui est détachée du collectif, ben voilà, on peut parler au combiné, mais la prise n'est pas branchée. Et en fait, pour répondre à votre question, il y a un renouveau, et on l'a vu à l'armée par exemple, le nombre d'ultra-orthodoxes qui sont venus apporter des choses, nous apporter à manger, et ils nous regardent, ils nous disent, c'est vous qui avez raison, mais laissez-nous le temps, on a du mal. On a du mal, on a du mal, on a du mal. Ça me fait ça me fait penser à Sousirton, à cette vidéo effectivement, de tout un groupe comme ça de Haredim qui sont venus faire un grand barbecue à des Chayalim. Et il y a un des Chayalim, un des officiers, qui passe un Haredi après l'autre et qui les prend et ils se prennent dans les bras et à chacun. Et c'est vraiment, voilà, moi c'est une vidéo c'est émouvant, qui est très très émouvante et qui me fait pleurer. Et je pense depuis quelques semaines, j'avais besoin de faire quelque chose par rapport au Khatoufim, à mon niveau, par rapport aux otages. Et donc, je fais une fois par semaine le portrait d'un otage, en espérant à chaque fois que ce soit le dernier. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait celui d'Eliakim Libman, le fils donc d'Eliaou Libman, le Rosh HaMoatza de Hebron, de Kiryat Arba. Et la semaine dernière, j'ai fait celui du meilleur ami d'Eliakim, qui s'appelle le fils de Tzvika Mor, Ethan Mor. Ethan Mor. Et en fait, je me suis retrouvée en essayant de faire le portrait d'Ethan Mor, qui est retenu en otage donc, depuis le 7 octobre. Je me suis retrouvée à plus parler de son père Tzvika que d'Ethan, parce que c'est Tzvika qui me touche, parce qu'il a dû lire votre livre, David. Parce que il dit que bien sûr qu'il veut que son fils rentre à la maison et soit libéré, mais qu'il refuse catégoriquement que pour libérer son fils, Israël libère 50, 100, 1000 terroristes qui vont ensuite aller tuer d'autres juifs, parce qu'il dit que ni lui ni son fils ne pourront vivre avec sur la conscience qu'un terroriste qui a été libéré pour que lui puisse être libre, puisse après aller tuer des enfants, et que finalement il dit Tzvika Mor que le sens que lui a choisi de donner à sa vie, c'est le sens du klal Israël, et que ça demande des sacrifices pour que nos enfants puissent avoir un monde meilleur et vivre dans ce pays libre et souverain en tant que juif. Et ben ça demande des sacrifices, et que à chacun de manière individuelle, ça peut demander des sacrifices pour l'intérêt général et le collectif et le destin commun qu'on a en tant que nation, en tant qu'Am Israël. Donc, Et je voudrais conclure sur cette petite remarque que la manière dont vous avez entendu David Chawat, c'est la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire avec ces anecdotes, ces illustrations, ces propos rapportés de maîtres. Et c'est l'histoire d'Israël d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui. Et avec un langage qui est le vôtre, celui fluide, complice, et qui finalement doit s'adresser à tous. Et c'est ça qui est remarquable dans ce livre. Et finalement, je pensais, en vous écoutant, à 2 personnes. Un est juif et l'autre non. Le premier, c'est Trotsky. Trotsky qui fuit les sbires de Staline et qui vient se réfugier à Tel Aviv. Et quand il voit autant de juifs autour de lui, il se dit non, c'est pas ma place. Il sort du klal, il s'en va, il se fait assassiner. Et finalement, vous citez dans votre livre quelqu'un qui ne l'est pas, Tolstoï, et vous dites, je lis effectivement la phrase: parlant d'Israël et des Juifs, un tel peuple ne peut pas disparaître, le Juif est éternel et c'est même le symbole de l'éternité. Il y a quelque chose ici d'absolument essentiel, c'est quand les autres nous reconnaissent la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'eux.
Et ça, c'est peut-être le miracle d'Israël. Ça brise une habitude, à savoir que oui, Israël c'est ceci, Israël c'est cela. Non, c'est pas un peuple élu au sens supérieur. C'est un peuple qui a une mission. Vous me racontez ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Exact, et je voudrais même, à ce niveau-là, vous avez cité justement Tolstoï, qui n'est pas juif, etc. Moi, je vais citer Haman. Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad. Il y a un peuple qui est divisé et éparpillé. Il y a un peuple. Le peuple est un. Même si on est éparpillé, même si on est divisé, au bout du compte, on est un, qu'on soit Haredi, Dati, Chiloni. Donc c'est pour ça, moi je me joins justement à ce message. Et vous retrouvez à la fin du livre, justement, quelqu'un m'a fait cette remarque il y a longtemps. À chaque fois qu'on sort d'un exil, on veut toujours oublier qu'on est un peuple, et c'est toujours notre ennemi. Quand on sort d'Égypte, celui qui nous appelle le peuple, c'est Pharaon. Non. Quand on sort de l'exil, on est dans l'exil de Perse, celui qui nous rappelle qu'on est un peuple, c'est Haman. Quand on sort de l'exil au XXe siècle, celui qui va se mettre en face et nous dire c'est moi le peuple élu, c'est Hitler qui s'appelle le peuple, le Volk. Il se met toujours en place pour nous rappeler qu'on est un peuple. Et peut-être ce que je voulais, c'est important de dire, dans ce livre, j'ai mis énormément de citations de non-juifs et les gens me disent, mais alors ils pensent comme nous? Je dis ben oui. Et ça peut être Steve Jobs, ça peut être Elon Musk, ça peut être encore une fois le Faber, l'ancien président de Danone, ça peut être Mark Twain. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on pense, que nous, on a cette mission, que pourquoi on est éternel? Parce qu'on a une mission d'apporter à l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que tout le monde. Nous, on a cette mission d'apporter cette morale. Comme les Français ont une mission, ils ont apporté beaucoup de choses. Ils ont apporté la science, ils ont apporté la structure. Les Italiens ont apporté l'art. Les Allemands ont apporté la musique. C'est-à-dire ils ont apporté les sciences. Chacun a apporté... J'étais avec des députés français. On arrive à l'entrée de Jérusalem. Et ils me regardent tous. Qu'est-ce que je vais dire de politique Et là, je leur dis, vous allez être très contents parce qu'à Jérusalem sont nées la majorité des valeurs dont vous êtes très fiers en France. Les droits de l'homme, les droits sociaux. Voilà, nous, ça fait très longtemps qu'on a appris que c'est le souverain qui est au service du roi, qui est au service du peuple et pas l'inverse. C'est là que c'est né. Ils m'ont dit, oui, c'est là que sont nées 3 religions. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, ces mêmes valeurs de la République française, ces mêmes valeurs des droits de l'homme, elles sont nées là. Tous les droits sociaux dont vous êtes si fiers en France, ça fait très longtemps qu'on prend une partie de notre salaire pour le donner aux pauvres. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Et c'est des choses qui sont universelles. Et ça, je le rencontre à chaque fois que j'ai guidé des juifs et des non-juifs. Les gens arrivent à adhérer à cette idée. Et comme a dit tout à l'heure le professeur Cohen, cette définition que j'ai entendue du professeur Zini du Terdion, qui dit la définition philosophique d'un juif, c'est qu'il ne se contente pas de la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on est des grands révolutionnaires, parce qu'on veut changer. C'est pour ça qu'on peut être des grands penseurs. C'est pour ça qu'on est 20% des prix Nobel dans le monde. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on est prêt à se remettre en question. Alors Monsieur Cohen a parlé des fois un peu trop. Voilà, on raconte toujours qu'il y a un professeur suisse qui est venu pour un congrès scientifique, il est dans l'avion et à ce moment-là, il descend de l'avion, il prend le taxi et il arrive au premier feu rouge et puis ça klaxonne comme un fou dès que le feu est orange. Et là, il dit c'est quand même incroyable votre pays, vous arrivez à défier les lois de la physique. Vous êtes le seul pays au monde où la vitesse de la lumière du feu rouge, elle est moins rapide que la vitesse du son du klaxon derrière. Alors c'est vrai que des fois, ça a des déboires qu'on veut toujours tout changer, mais en fin de compte, cette volonté d'apporter, cette volonté avec l'humanité entière d'avancer, c'est ça qui nous donne l'optimisme, c'est de ça qu'on est capable. Et le fait qu'on ressente qu'on appartient à ce destin collectif, c'est pour ça aussi qu'on est à Startup Nation, parce qu'on remet en question. Hélas, des fois, c'est enfoui comme avant le 7 octobre, mais après 7 octobre, on comprend de nouveau qu'on a cette mission, qu'on a cette responsabilité collective, et ça c'est quelque chose au moins d'intéressant qui est sorti, au moins cette lumière qui est sortie de cette obscurité. Ora Goïm, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Lumière des nations et dynastie de prêtres et une nation sainte, eh bien c'est ce que nous avons la responsabilité de faire et de devenir. En tous les cas, merci David Chawat. Merci, vous avez été tel que dans votre livre, et votre livre est tel que vous l'êtes. Merci beaucoup pour ce livre. N'oubliez jamais ce que dit un auteur juif. L'important, c'est pas de lire le livre, l'important, c'est de l'acheter. Vous pouvez l'acheter quand même. Voilà. Ou sur Amazon en Israël, vous tapez Amsegoula, vous pouvez l'acheter. Mais si vous le lisez, ça va être sympa. Amsegoula, voilà. C'est pour ça que je le montre.
Et que, voilà, comme David l'a dit, vous pouvez le trouver sur Amazon ou contacter David Chawat sur les tapez réseaux. Amsegoula, vous allez trouver le site en Israël, c'est très facile. Amsegoula. Merci Voilà. beaucoup, David Chawat. Bakasha Toda Rabba. Merci.